est-ce que je peux avoir un avis relatif sur ce point-là? Parce que dans la perspective que l'argent est là, il est gagné, il est produit, il est reproduit, il est même valorisé, parce que la France, par rapport à l'Allemagne aussi, elle a une certaine valeur, une certaine qualité reconnue. Donc, voilà. Est-ce que l'argent, l'argent qui revient pas, est-ce qu'il n'est pas dans les paradis fiscaux, par exemple? Alors en partie, mais pas seulement. Parce que je vais vous dire, l'argent qui fait de l'argent. Vous savez, la France est l'un des premiers pays d'Europe pour les investissements directs étrangers. Ça veut dire que vous avez un gouvernement aujourd'hui qui nous dit, et une partie du patronat qui nous dit, les Français sont payés trop cher, enfin les Français, les salariés qui travaillent en France sont payés trop cher, on paye trop de charges, etc. Mais quand vous regardez les statistiques des investissements directs étrangers dans les pays européens, écoutez-moi bien, la France est le premier ou le second pays dans l'Union européenne qui reçoit le plus d'investissements directs étrangers qui vient hors d'Europe. Ça veut dire qu'il y a des étrangers, des Américains, des Chinois, des Japonais qui investissent en France. Alors à mon avis, s'ils investissent... Et leur siège, il est avec la crise du papa, là, iPad. Ça, voilà. Mais si vous voulez, moi, ce qui me fait sourire, c'est qu'ils investissent beaucoup en France. Alors quand on nous dit que la France, c'est un pays où vous avez beaucoup de charges, moi j'appelle pas ça des charges, c'est des cotisations sociales, et qu'on est pressuré par les impôts, et que vous avez encore des étrangers qui trouvent le moyen d'investir dans notre pays, moi je me demande s'il n'y a pas une entourloupe. Et je pense qu'en termes de manipulation, il y a une petite entourloupe. Et je vais vous dire quelque chose, les salariés qui travaillent en France ne sont pas spécialement beaucoup plus payés que d'autres, mais je pense que par contre en Allemagne, ils ont bloqué pendant longtemps les salaires. Et moi quand j'allais en Allemagne il y a 25 ans, je vais vous dire quelque chose. En Allemagne il y a 25 ans, j'avais l'impression d'être un pauvre. Aujourd'hui quand je vais en Allemagne, alors certes je vais plutôt à Berlin, qui est une ville... qui est la capitale, mais qui est une capitale pauvre, parce qu'il y a 22 ou 25% de chômage à Berlin. Mais je peux vous dire que quand je vais dans certains coins allemands, en Allemagne, y compris dans l'ex-Allemagne de l'Ouest, j'ai l'impression d'être riche. Il y a 25 ans, dans certains coins d'Allemagne, moi j'avais l'impression d'être pauvre. Je vous le dis franchement, le français il était pauvre il y a 25 ans. Intellectuellement, parce que eux, ils ont sud de l'Est, vous comprenez qu'ils ont... Non mais bien sûr, mais je mets à part le pays de l'Est, je mets à part l'ex-RDA, qui a connu beaucoup de problèmes. Quand vous promenez, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez bien sûr. Mais je vous parle aussi des villages, des petites villes qui sont autour de Hambourg, qui sont partie ouest. Je parle aussi de la partie ouest de l'Allemagne. Et n'oubliez pas qu'en Allemagne de l'Ouest, il y a plein de métiers et plein de branches professionnelles où il n'y a pas de salaire minimum. En Allemagne de l'Ouest. En Allemagne de l'Est et de l'Ouest, dans l'Allemagne fédérale d'aujourd'hui, il y a des endroits où il n'y a pas de salaire minimum. Exact. Les grandes entreprises, la métallurgie a un salaire minimum, et la métallurgie est aux 35 heures par semaine, mais vous avez plein d'autres métiers. Non, pas 35 heures. Dans la métallurgie, la convention métallurgique, ça a été négocié par IG Metall, par le syndicat allemand. Normalement, ils sont à 35 heures. Ils peuvent faire plus, mais ils sont payés en heures supplémentaires. Mais ils sont 35 heures payés, je crois, 40. Par contre, modulable, c'est 32 ou 37. C'est pas... j'ai vu ces contrats-là aussi. Je vous parle de la moyenne, je vous parle de la moyenne, donc forcément, j'ai vu le contrat, donc c'est en 32 et 37, c'est 4 jours travaillés ou 5 jours travaillés, donc c'est quand même un droit, c'est quand même très intéressant. Voilà, exactement. C'est quand même très intéressant. Alors, Rémi et Faisal, nous avons également Paul avec nous. Paul, bonsoir. Oui, bonsoir. Écoutez, je voulais déjà féliciter votre invité pour sa démonstration sur la retraite. Je crois que il y a un célèbre auteur qui s'appelle, je crois que c'est qui vient de éditer un bouquin aux éditions, je crois, La Dispute, qui vient de Friot. Voilà, Bernard Friot, voilà, sauf erreur. Et cela dit, moi, c'est là où je suis un peu interloqué. Disons que je me désole de comment dirais-je, de considérer qu'il y a des gens encore qui pensent que le capitalisme à visage humain peut exister. Enfin,
En étudiant le capitalisme, hein, de manière un peu simpliste, un peu simplette peut-être, mais enfin, dans mes cours d'économie politique, on m'a toujours dit qu'il y avait deux moyens de faire de la plus-value, hein, le capitalisme. Il y avait ce qu'on appelait la plus-value absolue et la plus-value relative. La plus-value absolue, c'est-à-dire l'allongement de la durée de travail, hein, et puis la plus-value relative, ce qui consiste à augmenter la productivité. Alors le problème, c'est que les capitalistes sont face à un dilemme, c'est que le taux de profit, hein, je parle un peu comme un marxiste là, mais le taux de profit est en chute tendancielle. C'est-à-dire qu'en globalement, pour faire une boîte, pour faire une usine, une grosse usine de voitures, il faut mettre plus d'argent qu'il fallait en mettre il y a 50 ans. Et que le taux de profit, c'est-à-dire la rentabilité d'une usine d'une usine, sera beaucoup moins élevé qu'il y a 100 ans. C'est-à-dire que, en gros, si je mets 100... je sais pas si je suis très clair, c'est-à-dire que pour faire une boîte... Non, mais... Bon voilà, en gros le taux de profit est en chute tendancielle, c'est-à-dire qu'on fait moins d'argent en mettant autant d'argent sur la table. Oui, mais c'est pas à cause des salaires. Parce que quand vous regardez la part des salaires dans le PIB, la part de la richesse salariale, elle était de 60% au début des années 70, elle est de 40% aujourd'hui. Oui, tout à fait, non, mais le rapport capital-travail, il est bien évidemment en défaveur des salariés. Complètement. Enfin, moi je dirais même des travailleurs, parce que les salariés... En gros, comme disait Franck Lepage, qui a fait un très bon spectacle, à qui je renvoie d'ailleurs tout le monde, sur Internet, vous verrez bien, on parle maintenant plus de salariés, parce que les salariés, c'est bien connu, c'est des feignasses à qui on donne un salaire, alors qu'on est des travailleurs. Alors, moi je dirais, évidemment, le capital-travail, c'est renversé, parce que le rapport de force est inversé, mais moi, d'un point de vue strictement de l'analyse du capitalisme, et la manière dont le capital extrait sa plus-value, moi, historiquement, en tout cas, j'ai jamais vu de cadeau que faisaient les capitalistes. J'ai jamais vu que les capitalistes faisaient des cadeaux. J'ai jamais vu de régulation possible, ou alors à sortir normal. Ou alors sortir de... C'est tout à fait dans la normalité. Alors ou bien à sortir de l'après-guerre, mais c'est des configurations particulières. Bon, les acquis du CNR, moi je suis conscient que les acquis du CNR ont été une victoire, mais enfin une victoire qui s'est payée très cher et qui a duré finalement très peu de temps parce que le rapport de force s'est inversé et puis parce que la combativité du prolétariat est plus forcément telle qu'elle était. Mais enfin, moi je m'étonne encore qu'un syndicaliste combatif puisse considérer que face à un tigre qui fonce sur nous droit dans la gueule, on dise Coucouche va au panier Médor. Enfin, j'ai peine à croire. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'on est quand même face à un discours assez utopiste qui considère qu'on peut encore gérer, organiser et structurer le capital, alors que globalement, on s'aperçoit que le rapport est quasiment systématiquement en défaveur des travailleurs, que globalement, on s'en prend plein la gueule, et c'est que je pense, et après je terminerai là et je pourrai répondre, qu'historiquement, globalement, il n'y a que la puissance et la capacité d'intervention des travailleurs dans le champ social et de la résistance et de la manière dont ils peuvent arracher tout ça au patronat et aux capitalistes, et que cette lutte, si on veut éviter qu'elle soit éternelle, parce que c'est très systématiquement ce qui se passe, parce que ce que vous arrachez, quand vous arrachez 100, on vous en prend 150, pour éviter cette espèce de truc un peu Sisyphe, un peu à la Sisyphe, je crois qu'il faut se débarrasser assez radicalement du capitalisme pour éviter tous les 3 ans de prendre 150 et de se faire arracher 200. Enfin, moi, j'ai pas envie de me battre pour des miettes toute ma vie, et à chaque fois pour des miettes. Moi, je pense que si on veut lutter véritablement et concrètement contre quelque chose qui est ignoble et dont on perçoit le processus qui est assez clairement établi, qui est celle d'une lutte sans pitié, sans merci, et presque systématique des capitalistes pour arracher de la plus-value, je ne vois pas comment on peut arriver à une régulation, à moins d'être rétribué par le capitalisme, comme l'ont été certains individus qui sont liés au syndicalisme traditionnel, c'est-à-dire qui vivent au travers des subsides qui leur sont donnés par l'État, ou parce que faut dire bien ce qui est, les cotisations des syndicalistes ne vont plus aux syndicalistes à pointer. Enfin, qu'on soit clair. Donc ça représente environ 40% des ressources des syndicats. Mais écoutez, moi ma réponse... Dessus, comment on peut dire je vais au panier, quoi. Non mais attendez. Moi je partage... je pense que l'analyse qu'a fait Marx du capitalisme, c'est une analyse théorique juste. Exact. Je veux dire, son analyse, elle est juste. Maintenant, je ne connais pas la clé ni la recette pour la société idéale. Moi non plus. Et je veux vous dire pourquoi. Ça, c'est mon reste de radicalisme. Je suis foncièrement radical dans le sens du radicalisme
de Gambetta, c'est-à-dire de 1860, du programme de Belleville, 1869, etc. Je suis radical dans le sens où il faut s'attaquer à la racine des problèmes, et je n'ai pas de solution. Je sais ce qu'il faut éviter, mais je ne sais pas ce qu'il faut. Non, à savoir que... Je peux répondre. Allez-y. Non, mais vous avez dit que Marx avait une théorie. Non, je dis, il a correctement analysé. Je dis, il a correctement analysé le système capitaliste. Exact. Donc, il a donné une théorie pour une formule, quoi. Donc, la formalisation, elle n'a pas été concrète, ce que vous voulez dire, quoi. Non. Je veux dire que moi, je ne partage pas ensuite la solution marxiste pour sortir du capitalisme. Je dis qu'il a bien analysé les dangers du capitalisme. Mais moi non plus, hein. Moi je me revendique de la CGT de 1905, je me revendique des bourses du travail. Enfin, tout à fait. Non, mais on est bien d'accord. Je suis de cette école. Moi aussi, je suis d'une école de 1905, c'est l'école anarcho-syndicaliste, c'est-à-dire que d'une école qui se veut auto-émancipatrice, qui se veut, je dirais, c'est littéralement la charte c'est la laïcité, quoi. La révolution des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs. Moi, je suis pas marxiste, hein, qu'on soit clair. Je dis simplement que il y a un moment donné, comme je me revendique de la charte d'Amiens, comme je me revendique de l'anarcho-syndicalisme, comme je me revendique des bourses du travail et de l'auto-émancipation, et que je me revendique encore de cet héritage-là, comment on peut concevoir le combat contre le capitalisme sans sa disparition et une éventuelle spéculation sur sa destruction? Parce que moi, je vous dis, c'est un peu Sisyphe, sinon on va le réguler, puis il va nous rebouffer, et puis on va prendre 50, et puis il va nous reprendre 150. On va demander la baguette de pain à 50 centimes pour que le lendemain, elle soit à 1,50 €. Enfin, on s'arrête plus, quoi. C'est la loi d'un rein des salaires, quoi. Oui, mais la solution, c'est dans la prise de conscience, la solution, c'est dans l'éducation, la solution, elle est multiple. Je veux dire, on a bien vu pour cette histoire de retraite combien on est pollué par le rapport démographique, je le disais tout à l'heure. Alors il y a Friot qui le dit très bien, il a raison, il faudrait qu'il y en ait d'autres qui le disent. Cette grosse connerie là, un retraité, un actif pour un retraité, ça participe au conditionnement de la classe ouvrière en France et mondiale d'ailleurs. Hein, non, moi je veux dire, on n'est pas dans le petit village gaulois. Par contre, c'est vrai que aujourd'hui, en tant que syndicaliste, moi qu'est-ce que je fais? Ben moi je fais tout pour arracher tout ce que je peux arracher. Non, moi, alors, je suis aussi socialiste. Je suis d'accord avec vous dans ce que vous faites dans votre travail du quotidien. Moi, je n'attaque pas les syndicalistes de base qui se battent quotidiennement, pragmatiquement face à ce qui se passe. Je dis simplement que moi, c'est ce que j'ai... Enfin, je dis pas que j'aimerais d'entendre ça de la part d'un syndicaliste, mais je me dis à un moment donné, moi, je vous ai dit que vous n'êtes pas contre les bourses, que bon, globalement, finalement... Non, moi, je suis contre les marchés. Moi, je vais vous dire, là, je suis comme Friot aussi. Ouais. Moi, je suis pour la mort des marchés financiers. Moi, je veux dire, il faut que les marchés financiers crèvent avant qu'ils nous tuent. Oui, mais tout ça, l'industrie, c'est pas mal non plus. Hein. Je veux dire, non, mais les marchés financiers, pour moi, c'est pas l'industrie. Non, mais ce que je veux dire, produire des téléphones portables, c'est pas plus un avenir pour la société, vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant, c'est l'industrie, c'est du concret, c'est du réel. Mais je veux dire par là que la finance n'existe que parce que c'est un prolongement de l'industrie, c'est une excroissance de l'industrie développée du capitalisme. Le capitalisme, il a des fondations, vous savez. Non, mais je suis convaincu. La financiarisation de la société, elle est possible parce qu'il y a l'industriel. Le capital et l'industriel et bancaire, ils sont complètement indissociablement liés. Non, moi je suis convaincu aujourd'hui. Si vous pensez qu'il y a une autonomie du financier... je suis convaincu aujourd'hui qu'on fait plus d'argent avec l'argent qu'on fait de l'argent avec l'industrie. Moi, je pense qu'on fait pas... Moi, pour le coup, c'est là où je suis en rupture avec vous, je pense qu'on fait pas du vent sur du vent. On fait du vent sur des économies bien concrètes, et cette économie concrète, elle s'effondre, enfin, l'économie financière, elle s'effondre, et elle a des conséquences justement parce qu'elle repose sur des choses bien concrètes. Et elle s'effondre, si elle n'avait pas autant de conséquences, si elle n'était pas autant liée à l'économie... à l'économie réelle. Et moi, je pense malheureusement qu'on a perdu de vue que l'économie financière, parce que dans le développement du système capitaliste, ce qu'il faut savoir, c'est que le capitalisme financier est solidaire du capitalisme industriel, et considérer que le capitalisme industriel, c'est la solution, l'avenir radieux du prolétaire épanoui dans sa consommation et dans la production d'objets inutiles, je pense que c'est se leurrer. Je ne dis pas ça. Mais je pense qu'il y a une déconnexion lorsqu'on dit qu'il y a une financiarisation du monde économique. Je pense qu'il y a aujourd'hui une déconnexion entre le monde financier et l'industrie. Je pense que ça ne fonctionne plus, que ça n'existe plus. Qu'on est sur des schémas anciens et qu'aujourd'hui la spéculation joue encore plus sur les monnaies, sur les rumeurs. La bourse ne joue plus son rôle.
Je pense que la bourse ne joue plus son rôle. Je ne sais pas si c'est l'aboutissement aujourd'hui. Je ne sais pas si on est en train de vivre l'aboutissement du capitalisme. Et peut-être que de toute manière, son aboutissement, ça sera sa crevaison. Mais je pense que quand on dit financiarisation de l'économie, on est bien sur le sujet de l'argent qui crée plus d'argent à partir de l'argent, mais plus sur une production industrielle. Il y a vraiment une déconnexion pour moi entre l'industrie et la finance. Enfin, ça c'est votre point de vue. Moi, si je puis dire, hein, si je peux me permettre, je dirais simplement que la pseudo-autonomie qui justement nous est proposée comme une espèce de, comme ça, l'autonomie de la finance, qui est bien une solution facile, hein, pour nous faire oublier la connexion qu'il peut y avoir entre le capitalisme industriel et la finance, c'est vraiment un tour de passe-passe, comme l'a été d'ailleurs, comme on pourrait faire la même tour de passe-passe entre le capitalisme commercial, tel qu'il a été structuré autour du XVIe siècle, avec le capitalisme industriel, comme s'il n'y avait absolument pas de connexion. Moi, je pense qu'il y a énormément de liens, il y a les choses sont tissées, et que quand on regarde les empires de Wendel, ou quand on regarde ces gros empires financiers ou industriels, je peux vous assurer que quand on décortique bien la manière dont on fonctionne et la manière dont ils ont su créer des structures financières pseudo-autonomisées, je peux vous assurer qu'on s'aperçoit qu'elles sont indissociablement liées, et que quand on spécule, vous savez, quand on spécule sur le café, on spécule sur le café, c'est-à-dire une vraie production. Oui. On spécule pas sur des cacahuètes interstellaires ou sur ce qui peut se passer sur Mars. Oui, mais on spécule vraiment sur de la matière qui a une vraie valeur productive, enfin où il y a une vraie production, et où on arrache de la plus-value, on arrache de l'extorsion du travail, de la sueur d'individus. Le problème, je vois ce que vous voulez dire, mais le problème c'est que le comité des forges a complètement été remplacé par la Fédération des sociétés des banques et des sociétés d'assurance. Oui, mais et ça, c'est quand même quelque chose qui est révélateur. Alors certes, du manque d'une politique industrielle publique, etc. Mais ça, c'est quand même une déconnexion, c'est quand même une évolution qui met à mal le syndicalisme traditionnel, le syndicalisme ouvrier traditionnel, parce que c'était quand même plus facile d'être dans une opposition à un patronat industriel que d'être en opposition dans un patronat financier. Ah oui, mais ça on est d'accord, mais ça va de pair avec la tertiarisation, avec la manière dont, au niveau international, on a fragmenté les travaux en fonction des pays, oui, où il y a une véritable division internationale du travail. Mais je veux dire, globalement, quand on regarde bien la manière c'est comme si on me disait, il n'y a plus de prolétaires ou il n'y a plus d'ouvriers. Je veux dire, au niveau international, au niveau planétaire, la classe ouvrière n'a jamais été autant en expansion. Enfin, je veux dire qu'on soit clair. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que considérer que le summum de l'économie mondiale, c'est la finance, alors que tout repose, genre, il n'y a qu'à aller voir en Chine. Je vous dirais que l'économie financière, elle est présente, mais on n'a jamais été autant, l'économie mondiale n'a jamais été aussi industrielle qu'il y a 100 ans. Enfin, c'est un truc, c'est comme si on me disait, la classe ouvrière a disparu en France. Enfin, je veux dire, déjà, vous venez de le dire. La classe ouvrière sociologique, certes, mais d'un point de vue strictement mondial, la classe ouvrière et la prolétarisation des individus, elle est exponentielle. Sauf qu'aujourd'hui, le patronat a gagné sa victoire idéologique. Alors, c'est pas fini, hein. Heureusement, l'histoire... moi, je ne suis pas dans la théorie d'Huntington de la fin de l'histoire. Le patronat a gagné sa guerre idéologique, à savoir, vous venez de le dire, quand vous questionnez un salarié en France, il n'y en a pas un seul qui se définit comme partie de la classe ouvrière ou comme ouvrier. C'est-à-dire cette guerre des mots, eh bien, elle a été pour l'instant perdue par ceux qui travaillent. Quand je dis ceux qui travaillent, pour moi, c'est la classe ouvrière qui travaille. Oui, et aujourd'hui, un cadre, salarié, même quand à la SNCF, on présente un cadre où on vous